Eh bien, ça y est, c'est démarré, je crois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire donc du signal à l'action, donc organisé par Métis et ExtraHop. Et donc on va présenter un petit peu je vais vous présenter un petit peu le sommaire de ce webinaire. Mais avant, on va faire une petite présentation. Donc moi, je m'appelle Jean-Philippe Guillemin, je suis consultant cybersécurité chez Métis. Moi, Pierre-Yves Popin, CTO d'Ignition Technologies et distributeur de la solution ExtraHop pour le marché français. Merci beaucoup. Pour ma part, Nabil Kadri, ingénieur avant-vente chez ExtraHop Networks. Ok, donc maintenant que les présentations sont faites, on va passer un petit peu au programme de la session. Slide, voilà. Donc, on va introduire un petit peu le sujet NDR en faisant un petit tour du marché, voir un peu les tendances technologiques aujourd'hui, notamment sur le NDR, en particulier sur le NDR, bien sûr. Présenter aussi un petit peu l'approche projet, hein, puisque moi, ce que j'aime bien dire, c'est que nos partenaires éditeurs, leur rôle, c'est de fabriquer des excellentes solutions de sécurité. Et notre rôle chez Métis, nous, c'est de bien les intégrer. Donc, on va parler un peu d'intégration du sujet NDR by Métis. Ensuite, Nabil nous présentera la solution ExtraHop. Et pour finir, je dirais la cerise sur le gâteau, ça va être la démonstration d'un cas d'usage qui, vous le verrez, est vraiment très intéressant. Slide. Bien, donc la vision NDR by Métis. Slide. Alors oui, un petit rappel sur Métis que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas complètement. Donc bien qu'aujourd'hui on va parler essentiellement de sécurité réseau, Métis ne fait pas que du réseau, bien entendu. Bon, déjà, Métis adresse l'ensemble du cycle de vie d'un projet. Ça va de la partie conseil, advise ici, en passant par le build, et bien entendu l'accompagnement dans tout ce qui est service managé. J'aime bien dire que la vocation d'un service d'intégration, c'est pas simplement d'installer les solutions techniques, c'est de les mettre en exploitation et ensuite d'accompagner nos clients dans l'exploitation de ces solutions. Donc Métis, comme vous le savez peut-être, a une capillarité nationale avec 12 agences, avec un centre de service manager qui est donc sur 3 sites différents, une belle équipe de service manager. Adresse un certain nombre de sujets qui couvrent l'ensemble des technologies du système d'information, du réseau bien sûr, mais jusqu'aux applications et et en passant par le cloud bien sûr, et les outils de communication unifiés. Et donc un centre de service manager qui a tous les services qu'on est en droit d'attendre d'un centre de service manager, NOC, SOC et VOC. Slide. Alors, ce petit aperçu du monde des services de sécurité réseau, en fait, Network Security, on va se servir un peu du Hype Cycle de Gartner. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Hype Cycle, hein, donc on voit la courbe Hype Cycle à droite. C'est une courbe qui donne un petit peu l'évolution technologique, l'évolution marché plutôt d'une technologie, en passant d'abord par sa phase de R&D à gauche. Donc en général, les solutions, quand on est en phase de R&D, ces solutions elles sont soit en open source, soit sont des solutions principalement software, qui n'ont pas encore atteint leur maturité technique, en fait. Hein. Mais comme vous pouvez le constater, bien que les solutions ne soient pas encore complètement matures, elles atteignent assez rapidement la phase en haut, qu'on appelle la phase de buzz marketing. Ça veut dire qu'en gros, la solution, tout le monde se doit bien évidemment de l'acquérir parce qu'il y a beaucoup de buzz marketing autour. Ensuite, on passe par la fosse de la désillusion marché, c'est la troisième phase, vous voyez, il y a un creux là. Et donc, en fait, la fosse de la désillusion du marché, c'est juste après le buzz marketing. On se rend compte que certaines solutions n'ont pas forcément tenu leurs promesses ou que certaines solutions sont intégrées à d'autres solutions. Par exemple, c'est le cas des IDS. Les IDS ne sont jamais ressortis de la fosse de la désillusion parce qu'ils ont été intégrés dans les IPS. Et les IPS sont aujourd'hui toujours d'actualité, mais il y a une forme il subsiste quand même, bien entendu, une part de l'IDS dans le NDR. Alors, on peut être rassuré sur le NDR, comme vous pouvez le constater, il est entouré ici.
parce que lui, là, il est vraiment sorti de la fosse de la désillusion, et il est en phase de maturation en 2024, hein, date à laquelle ce Hype Cycle a été créé. Donc aujourd'hui, on voit que le NDR, il est probablement déjà presque arrivé à sa maturité, à sa pleine maturité plateau. Alors, qu'est-ce que dit Gardner également sur le NDR? Alors, Gardner dit également un certain nombre de choses, du moins il donne en fait les best, les must-have features que doit avoir un NDR. Bon, d'abord, un NDR, ça doit surveiller globalement le trafic réseau, nord-sud, est-ouest et cloud. Premier point. Le deuxième rôle du NDR, selon Gardner, donc, c'est de modéliser le trafic réseau de manière à mettre en évidence des anomalies, qu'elles soient d'origine simplement de comportements anormaux, utilisateurs. On le verra, le NDR peut détecter des comportements anormaux, pas forcément cybercriminels, hein. Et puis, bien sûr, détecter les attaques. Le NDR se doit, toujours selon Gardner, de détecter les menaces en utilisant différents flux d'informations, CTI, Cyber Threat Intelligence, donc par exemple de l'hyper-réputation, par exemple des bases de données de signature TLS, donc avec une réputation, etc. Et puis enfin, dans NDR, il y a réponse, hein. Donc, le NDR se doit d'offrir des capacités de réponse automatiques ou manuelles. Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est ce que va nous montrer tout à l'heure Pierre-Yves dans sa démonstration. J'ai extrait une petite phrase qui est amusante, en fait, du Gardner Magic Quadrant, où effectivement Gardner dit que le NDR peut être utilisable comme console centralisée, en fait, pour faire tout ce qui est threat hunting, puisqu'en fait, comme on dit souvent, le réseau, c'est single, c'est la source de vérité, en fait, finalement, puisque le réseau voit passer tout ce qui transite sur les systèmes d'information. Slide. Alors, dans ce slide, on a essayé de montrer un petit peu les fonctionnalités en fait du NDR qui sont complémentaires avec le reste de l'écosystème, notamment les EDR, et puis les fonctionnalités du NDR qui sont, je dirais, qui sont propres au NDR, qui sont un petit peu sa signature. Donc, première chose, l'ANSI nous parle de la défense en profondeur, hein. La défense en profondeur, c'est un principe qui dit qu'on doit toujours avoir, si possible, 2 éléments de détection ou de protection sur une chaîne de liaison. Donc, le NDR, ça tombe bien parce qu'effectivement, il va compléter l'EDR qui, lui, a qui a un spectre au niveau des endpoints et des serveurs. Un corollaire de cela, hein, donc c'est qu'effectivement, dans certains environnements, notamment les environnements OT, c'est tout simplement pas possible d'installer de l'EDR parce que les systèmes OT ne le permettent pas toujours. Donc le NDR finalement va être la seule technologie qui va permettre d'avoir une bonne vision de tout ce qui est objet connecté, de tout ce qui est serveur et poste de travail dans l'environnement OT. Donc ça, c'est pas anodin. L'environnement OT, je pense c'est vraiment fondamental d'avoir un NDR sur l'environnement OT. Nabil nous montrera tout à l'heure un petit peu la complémentarité du NDR par rapport à l'EDR, sur un certain nombre de techniques MITRE ATT&CK, ou MITRE ATT&CK pour les anglo-saxons. Donc en fait, on peut assez facilement voir la complémentarité sur les techniques ou les tactiques de MITRE ATT&CK qui sont bien couvertes par l'EDR et celles qui ne le sont pas du tout. Et là où le NDR va devenir indispensable, parce qu'effectivement, ces techniques ne sont pas couvertes. Alors, à droite, c'est les fonctions du NDR qui sont, qui sont un peu propres à la technologie NDR. Déjà, l'observabilité. Le NDR est un superbe outil d'observabilité. C'est l'une des grandes forces de ExtraHop, qui est un outil, je dirais, qui pourrait à la limite même devenir un outil métier, dans le sens où il donne une visibilité complète sur le système d'information. Et notamment aussi, une autre caractéristique d'ExtraHop qui est remarquable, c'est sa capacité à déchiffrer tout le trafic réseau.
Et ça, c'est pas du tout gagné d'avance avec beaucoup de solutions comparables, de pouvoir tout déchiffrer. Ça aussi, ça va être démontré aujourd'hui. Deuxième point, c'est inhérent à la technologie NDR elle-même, hein, c'est-à-dire que l'indétectabilité, pardon, ça veut dire simplement qu'un attaquant peut parfois désactiver un EDR. Il ne pourra jamais désactiver un NDR, puisque le NDR, il observe, il analyse et il prend des actions, mais il n'est pas visible en fait sur la chaîne de liaison. Et enfin, pour terminer, bien sûr, la partie pilotage. Le NDR est une machine à envoyer des ordres éventuellement à d'autres composants, ce qui va lui permettre en fait de piloter la réponse sur l'ensemble du système d'information. Slide. Et donc voilà, je vais terminer mon introduction. Je vais peut-être même dépasser un petit peu le temps qui était imparti, donc je vais aller assez rapidement. Donc, l'anatomie d'un projet NDR by ML6, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est un projet standard avec une phase d'ingénierie, une phase pilote, configuration, une phase de mise en pré-production, souvent on va faire la pré-prod avant de mettre en prod, et une phase de mise en prod. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la phase d'ingénierie? Dans la phase d'ingénierie, c'est très important de bien définir l'architecture et les objectifs fonctionnels. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut détecter du trafic est-ouest? Est-ce qu'on veut détecter du nord-sud ou les deux? Est-ce qu'on a un périmètre cloud qu'il faut également surveiller avec des VTAP, etc. Donc ça, c'est important de bien définir les objectifs fonctionnels. C'est, je pense, la clé d'un projet qui va réussir. Ensuite, dans la phase pilote, l'élément qui est surligné, c'est l'élément déchiffrement. Donc, on va déchiffrer tout le trafic. Il y a un petit travail à faire pour bien intégrer en fait l'NDR au système d'information et à toutes les chaînes de liaison qui ont besoin d'être déchiffrées. On en parlera après, hein. Les experts vont vous montrer un petit peu les différentes techniques de déchiffrement et c'est comme ça qu'on peut avoir une visibilité complète sur tout le trafic. Très important, la classification des actifs. On ne va pas monitorer de la même façon un certain nombre d'actifs. Il y a des actifs qui sont plus ou moins critiques, sur lesquels il y aura plus d'attention, où les seuils de détection ne seront pas les mêmes. Et donc ça, c'est important d'avoir une classification des actifs, notamment les serveurs vraiment très critiques. Bon, les Active Directory sont de facto presque toujours dans cette catégorie-là, mais peut-être d'autres actifs qui vont être regroupés. Et donc Xtrop, c'est un superbe outil qui permet non seulement d'avoir cette vision d'ensemble du système d'information, mais également d'avoir une vision, hiérarchique entre différentes criticités des assets. Dans la phase donc de mise en pré-prod, c'est la phase de triage, hein, la phase de triage des alertes. Donc ça, c'est classique dans un système de détection et de prévention d'intrusion. On va avoir des faux positifs. Bon, je ne reviens pas sur les faux positifs parce que ça, tout le monde connaît. Par contre, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur les faux négatifs. Parce que les faux négatifs, contrairement aux faux positifs où on a quelque chose, on a une alerte, mais on n'aurait pas dû l'avoir, dans le cas du faux négatif, c'est qu'on n'a pas d'alerte, mais on aurait dû l'avoir. Et donc, étant donné qu'on n'a rien, il va falloir la provoquer. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille main dans la main avec une red team. Donc, nous, on va être la blue team. La red team va simuler les actions, va nous faire un reporting. Souvent, c'est un retour à chaud tous les soirs. On va nous dire, voilà, aujourd'hui, on a attaqué ça, ça, ça. Est-ce que vous l'avez vu? Et si on ne l'a pas vu, eh bien, on va corriger la configuration pour être en mesure de le détecter plus tard. Donc ça, c'est un fonctionnement en mode Purple Team, hein, qui est classique pour la recette et la recherche de faux négatifs. Je passe rapidement sur la dernière phase. Elle est évidente. Peut-être qu'il y a certaines alertes qu'on va rajouter, en plus de toutes les alertes best practice qui sont des must-have, qui sont les quick wins qu'on va mettre en place très nativement dans les étapes précédentes pour détecter les attaques. Il y aura peut-être des alertes qu'on va mettre en place pour faire de la détection de choses qui ne sont pas vraiment des attaques, mais qui sont simplement des entorses à la politique de sécurité de l'entreprise, par exemple, ou qui sont des entorses à telle ou telle, norme ou référentiel de compliance. Ça, c'est une phase qui peut être mise en œuvre, c'est optionnel, hein, ce n'est pas une obligation de le faire, mais souvent c'est intéressant de le faire. Et enfin,
la dernière partie, c'est souvent, on va mettre en place du pilotage. Et ça, bon, j'en parle pas parce que c'est Pierre-Yves qui va le faire tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé ma petite partie introductive et je vais passer donc le relais à Nabil pour la présentation de la solution. Merci Jean-Philippe. Et du coup, passons à la présentation d'ExtraHop Networks. Slide suivant. Merci Pierre-Yves. Donc, ExtraHop Networks, c'est une entreprise qui a été fondée en 2007 par deux anciens ingénieurs de F5 Networks. Et le but à l'époque, c'était de construire une sonde d'observabilité réseau. Qu'est-ce que ça veut dire sonde? C'est un équipement réseau qui est passif, qui collecte le trafic réseau de manière passive. Et du coup, à partir de ça, il va faire beaucoup de choses. Donc, la première chose que faisait le produit à l'époque, c'était de parser les protocoles, bien sûr. On parse actuellement plus de 70 protocoles et générer de la métadonnée. Donc, ce que vous voyez ici sous forme de records et de statistiques. Donc, les records, ça va être pour toute transaction réseau, on garde une trace de ce qui a été fait sur le réseau. Par exemple, quelqu'un a fait une requête web. Du coup, on dit telle machine a fait telle requête web sur telle URL avec tel user agent, etc. Pareil pour FTP, base de données, etc. Ces records-là peuvent être stockés on-prem, chez vous, ou sur un data lake SaaS. Et aussi, on génère ce qu'on appelle des statistiques. Les statistiques, c'est des métriques, en fait. C'est des métriques, c'est des données qui représentent des quantités et qui calculent des tendances. Par exemple, le nombre de requêtes qui ont été envoyées vers une machine ou vers une URL. Ça, c'est calculé avec plusieurs niveaux de précision, 30 secondes, 5 minutes, 24 heures, etc. Et ça permet d'aller voir un gros volume de données, une grande quantité de données, sans forcément voir tous les logs. Exemple, si je veux savoir combien mon serveur web a reçu de requêtes au cours des 6 derniers mois, ça, c'est des métriques précalculées et du coup affichables très rapidement. Donc, ça permet de le faire très rapidement. Au fil des années, des fonctionnalités ont été ajoutées. Donc, on a rajouté la fonctionnalité de déchiffrement de trafic, on le verra après sur la démo. On a ajouté la fonctionnalité de recherche et investigation sur le produit. On a rajouté des fonctionnalités de dashboarding et tout. Donc, tout ça, ça commence à rajouter des features au produit. On a rajouté la fonctionnalité de calculer des hashes de fichiers, de stocker des backups et même d'extraire récemment les fichiers à partir des backups. Ça constitue un socle technique. Et ce socle technique, à la base, il était utilisé pour investiguer les problèmes de performance applicative. Est-ce que mon réseau fonctionne bien? Est-ce que ma bande passante est bien consommée? Ou est-ce que j'ai une surconsommation de bande passante? Est-ce que j'ai de la latence sur mes applications, ainsi de suite? Et les clients, au milieu des années 2010, ont commencé à utiliser ce même socle technique pour adresser des problématiques de sécurité. Par exemple, est-ce que j'ai des protocoles obsolètes sur mon réseau? Est-ce que j'ai des certificats expirés? Est-ce que j'ai des mots de passe qui circulent en clair? Est-ce que mon utilisateur a des problèmes pour s'authentifier? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'authentifier alors qu'il ne devrait pas? Donc, au fil des années, ExtraHop a suivi ses clients et a sorti le module qu'on appelle NDR et qui est utile pour notre webinaire aujourd'hui. Et du coup, le but, c'est d'utiliser le même socle technique et analyser ces données-là pour identifier des comportements suspects ou des attaques. Et on verra par la suite comment ça fonctionne. Slide suivant. Donc maintenant, ExtraHop, comment on le présente, c'est comme une plateforme d'analytics réseau où elle reçoit le trafic réseau une seule fois, elle génère une seule fois la télémétrie, donc on instrumente le trafic réseau pour générer de la télémétrie, et cette télémétrie peut être utilisée pour plusieurs cas d'utilisation, et ces cas d'utilisation sont présentés ici sous forme de modules ExtraHop. Donc vous avez les deux premiers modules à gauche, les principaux, donc le Network Performance Monitoring et le Network Detection and Response. Sur le Network Detection and Response, il y a toute la partie découverte d'actifs, cartographie, hygiène de sécurité, conformité, etc., plus la partie détection et threat hunting. Et après, vous avez des modules annexes qui peuvent être ajoutés comme option aux deux premiers modules. Donc, le packet forensic, c'est la capacité de stocker les backups donc pour un besoin de forensic et du coup garder tous les paquets pour les investiguer après ou pour un besoin légal. La partie intrusion detection, c'est vraiment la partie pure IDS où il y a un gros moteur qui fait du pattern matching qui se base sur les signatures emerging threat avec la possibilité d'importer des signatures sur Ikata. Et la dernière partie, c'est la partie intégration. Donc, c'est tout un système d'intégration avec des outils tiers. On verra après. Et du coup, il y a vraiment une grande souplesse sur la partie intégration. Ce que je vais présenter là rapidement, c'est
les 3 piliers de notre produit qui sont la visibilité et l'observabilité réseau, la détection et l'interfaçage avec des produits tiers. Sur la partie visibilité, on part du constat, comme l'avait signalé Jean-Philippe tout à l'heure, que le réseau est la source de vérité principale. Donc, quand un paquet traverse le réseau, et si vous avez un outil tel que Xtrap, c'est un outil passif qui écoute le trafic réseau, ben, vous allez le voir systématiquement. Et si on fait la comparaison avec un log, un paquet réseau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut usurper ou ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer pour défaut. Donc, par exemple, sur un log, vous avez peut-être un log qui a été créé, mais qui ne représente pas forcément une action dans le système. Sur le réseau, ce n'est pas possible. Du moment que vous envoyez un paquet sur le réseau, bah, ça veut dire qu'il y a eu une communication réseau. Et du coup, sur ce réseau-là, bah, on peut en voir quand même pas mal de choses qui peuvent être utiles dans notre contexte cyber, dans notre contexte d'investigation. Sur la partie HTTP, par exemple, vous pouvez voir tout, par exemple, les URL qui ont été accédés, les user agents, les cookies de session, les méthodes, etc., les noms d'utilisateurs et tout. Sur la partie accès aux fichiers sur des partages, bah, vous avez les noms des partages, vous avez les noms des fichiers, vous avez l'opération, est-ce que c'était une écriture ou une lecture de fichiers, vous avez les temps de latence, vous avez le volume de données qui a été transféré, et ainsi de suite. Pareil pour la base de données, pareil pour la partie authentification Kerberos ou autre protocole, et pareil pour les 70 ou plus de 90 protocoles qui sont parsables aujourd'hui. Et ça, vous l'avez en clair, bien sûr, si les communications sont en clair, et vous l'avez aussi si les communications sont chiffrées, avec la possibilité de déchiffrement, ben on peut déchiffrer la donnée et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur la partie déchiffrement, ce que je peux rajouter, c'est qu'en termes de détection, il y a 2 approches. Il y a des approches de détection qui ne nécessitent pas forcément de déchiffrer la donnée, telle que toute détection qui est basée sur un calcul volumétrique. Exemple, je veux savoir si quelqu'un a uploadé plus de données que d'habitude. Là, je n'ai pas besoin de déchiffrer parce qu'il suffit juste de calculer le volume du trafic réseau. Par contre, si dans ma logique, je me dis, je veux savoir si quelqu'un a envoyé une requête POST qui contient telle chaîne de caractères vers telle machine. Là, forcément, il faut aller dans le payload. Et si le payload est chiffré, là, vous aurez plutôt l'obligation de déchiffrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la même logique pour les autres protocoles. Donc, si c'est quelque chose qui ne nécessite pas de déchiffrement, vous pouvez le calculer sans déchiffrement. Mais si c'est quelque chose où il faut aller dans le payload pour voir ce qui s'est passé, là, il faut déchiffrer. Slide suivant. Et du coup, sur la partie visibilité, un des différenciateurs d'ExtraHop, vu que ça vient du monde de la visibilité réseau, c'est que toute télémétrie réseau qui est capturée par le produit est gardée dans le système. Quel que soit le fait qu'il y ait attaque ou pas, on garde tout ça dans le système parce que ça peut servir et pour des besoins de conformité, et pour des besoins d'investigation plus tard, et pour des besoins de performance réseau, ou juste comprendre comment fonctionne mon réseau. Donc là, vous avez l'exemple d'une machine, comment elle est vue par ExtraHop. Quand on clique sur la machine, vous aurez un petit dashboard qui est lié à la machine, qui vous montre les communications entrantes, les communications sortantes, avec qui elle communique, et quels sont les différents protocoles avec lesquels elle communique, que ce soit en server activity, c'est-à-dire les communications reçues, en client activity, qui sont les communications envoyées. Donc ça, c'est représenté sous forme de métriques et de records, comme je l'avais cité tout à l'heure. C'est gardé on-prem ou dans le cloud selon vos contraintes. Et c'est utilisable tout le temps. Et ça fait partie du différenciateur d'ExtraHop, c'est que c'est un produit qui va vous servir tous les jours. Donc, qu'il y ait détection ou pas, qu'il y ait attaque ou pas, vous pouvez toujours en tirer de la valeur, juste pour servir, tiens, qu'est-ce qu'a fait cette machine aujourd'hui? J'ai de la lenteur ici, ou tiens, quelqu'un a uploadé de la donnée, ou j'ai un utilisateur qui a du mal à s'authentifier. Est-ce que vous pouvez aller voir ce qui s'est passé? Là, on va aller dans le produit, on va prendre la machine et voir ce qu'elle fait sur le réseau et faire ce qu'on appelle un drill down jusqu'à arriver à l'information qui nous intéresse. Donc ça, c'est la partie pure visibilité. Et sur la partie détection, il y a 3 approches de détection. Une qui est classique, c'est la partie pattern matching. Donc, vous avez le son de réseau. Le trafic réseau, s'il match un pattern particulier, ça lève une alerte. Ça, c'est ce que fait un IDS ou un IPS aujourd'hui. Vous avez la partie threat intel. Donc, on a des feeds de threat intel qui sont propres à nous, plus en OEM, on embarque les feeds de threat intel de CrowdStrike et Hunt.io. Et vous avez la partie comportementale qui est appelée maintenant machine learning ou intelligence artificielle, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est de l'approche de calcul statistique. Le principe de cette approche, c'est d'essayer d'identifier le comportement normal du SI ou des machines et d'alerter quand quelque chose dévie de la normale. Bien sûr, on calque nos détections sur le framework MitraTac.
On couvre plus de 92% des techniques réseau et on couvre même certaines techniques qui sont identifiées comme endpoint, mais vu qu'ils laissent des traces sur le réseau, ben, du coup, on peut les couvrir aussi. Et on fait partie des contributeurs au fameux framework. Quand vous allez sur la matrice MitraTac et vous faites une recherche ExtraHop Network, vous allez trouver certaines TTP qui ont été la contribution d'ExtraHop. Slide suivant. Là, c'est un exemple de détection. Donc, le but n'est pas de détailler la détection. Je l'ai tiré de Diffie Report. C'est un excellent site qui font des excellents rapports d'investigation si vous avez la possibilité d'aller regarder. Donc là, il parle d'une attaque qui a commencé par l'exploitation d'un Confluence et qui a fini par déployer un ransomware Lockbit. Et dans le cadre de cette attaque, initialement, l'attaquant a essayé de télécharger AnyDesk. Ça n'a pas fonctionné. Après, il a téléchargé Metasploit en téléchargeant un fichier HTA pour ensuite installer AnyDesk. Pourquoi AnyDesk? Parce que c'est un outil qui peut être utilisé de façon légitime sur le réseau et du coup, c'est utilisé aussi pour les attaquants parce que ce n'est pas un outil qui va faire sonner forcément des antivirus ou des outils similaires, parce que ça peut être considéré comme un outil légitime. Ben, nous, on a deux attaques potentielles de détection qui peuvent détecter ce genre de comportement. La première que vous voyez tout en haut, c'est New HTML Application File Download Activity. Et là, c'est de l'approche comportementale. Et du coup, quand une machine télécharge un fichier HTA pour la première fois, bah, chez nous, ça lève une alerte. Ça lève une alerte pour dire, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois cette machine télécharger un fichier HTA. Allez investiguer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une attaque à 100% ici, mais c'est un signal assez fort pour dire aux analystes, bah, là, regardez ça parce que c'est un peu bizarre. Pareil pour la deuxième détection, New Remote Access Software Activity. Supposons que vous utilisez Intune aujourd'hui pour manager vos systèmes, votre SI. Ben Intune, il est déployé partout sur votre réseau, il communique régulièrement et nous, on le voit et on considère que c'est normal parce qu'on le voit sur toutes les machines. Par contre, si un jour une machine installe AnyDesk et du coup AnyDesk il communique avec son cloud, il laisse des traces sur le réseau et qu'on voit une communication qui provient d'AnyDesk à partir d'une machine, ben ça, là aussi c'est un signal qui mérite investigation. Ben ça lève une alerte pour dire c'est la première fois que je vois AnyDesk sur cette machine. Et du coup, voilà, donc le but, ce n'est pas de faire toutes les attaques, mais juste vous montrer un exemple de ce qui peut être fait. Slide suivant. Et la troisième partie, c'est la partie intégration. Donc, on s'intègre avec plusieurs outils. Il y a des intégrations natives, il y a des intégrations qui se basent sur de la customisation, comme vous allez le voir. Le principe ici, pour ne pas tarder, c'est qu'on peut, à partir des métadonnées qui sont dans ExtraHop, aller via API, demander à notre système de faire quelque chose. Faire quelque chose, ça peut être créer un ticket ailleurs, demander à un EDR de mettre en quarantaine une machine, demander à un firewall de bloquer un flux réseau. Tout ça, c'est possible. Et la partie entrante, c'est que toutes les métadonnées qui sont dans ExtraHop, que ce soit record ou métrique, sont requêtables via API. Ce qui veut dire que si vous avez un système tiers qui peut requêter via API, donc vous avez un scripting qui récupère de l'information, vous avez un sort, vous avez peu importe ce que vous avez, ben vous pouvez écrire votre code pour aller récupérer de l'information directement d'ExtraHop. Exemple, vous avez un sort qui reçoit un incident, et dans le cadre de votre playbook d'investigation, vous allez chercher quels sont les URL qui ont été contactés à partir d'une machine, ou quelles sont les machines qui ont communiqué avec telle machine au cours des 5 dernières minutes. Ben ça, vous pouvez demander directement de façon programmatique à ExtraHop, ben donne-moi les informations et donne-moi de la télémétrie. Donc, visibilité plus détection plus intégration, bah, ça fait la force d'ExtraHop et ça donne un ensemble d'outils assez puissants qui vous permettent d'adresser votre posture de sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est la partie démo avec Pierre-Yves. Merci Nabil. Donc pour cette partie démo, avant de basculer sur la présentation de la solution, rapidement un petit schéma d'architecture qui représente finalement l'infrastructure de lab que nous avons monté dans le cadre de ce webinaire. Donc, de manière très simple, on a deux réseaux, un réseau utilisateur, un réseau applicatif. Et le principe, c'est finalement, avec la sonde que vous voyez sur la droite, c'est de venir capter tout le trafic qui passe sur ce LAN application via du port mirroring, via des mécanismes de recopie de trafic, d'étapes, et ce genre de mécanismes. La sonde elle-même va être interfacée de trois manières. La première, donc avec le cloud ExtraHop que Nabil a mentionné tout à l'heure. D'accord, donc toutes les informations de métriques, de record sont envoyées à ce cloud ExtraHop. Mais en parallèle, dans le cadre notamment de la réponse qu'on va vouloir apporter en cas de suspicion d'attaque, on va pouvoir interfacer avec deux types de solutions.
On l'a fait de manière native avec une solution EDR, d'accord, avec l'échange d'informations bidirectionnel, on va le voir dans quelques instants, mais aussi via une automatisation avec une solution de firewalling pour venir bloquer finalement du trafic en cas de détection d'attaque. Alors, je vais juste basculer, changer d'écran. La première chose effectivement que va faire la solution, ça va être d'apporter de la visibilité. Pour reprendre ce que Jean-Philippe disait dans sa présentation, ça peut être un outil métier dédié à la partie observabilité. On va avoir des informations sur les assets, c'est un des points qui était mentionné aussi, voir l'ensemble des équipements qui sont connectés à votre infrastructure et qui communiquent. Et de manière complètement automatique, ce que va faire la solution, c'est qu'elle va vous classifier vos assets en fonction de leur rôle, en fonction des types de communication qui vont avoir lieu. Je vais prendre un premier exemple. Si jamais on regarde les équipements qui sont classifiés en tant que file server, donc on va voir toutes les machines qui ont fait de la communication type Samba, type NFS, etc., qui vont être notifiées. Alors, on ne parle pas forcément de cybersécurité pour l'instant, on parle vraiment d'observabilité, c'est-à-dire qu'on va être capable de voir la totalité du trafic qui a été changé, entrant, sortant. On va être capable de voir la typologie des protocoles. Donc, on est sur un environnement de démo, c'est pour ça qu'on a cette récurrence qui apparaît. On va être capable de voir, par exemple, si jamais je prends un protocole spécifique, voir qui a communiqué, par exemple, mes utilisateurs, quels sont mes utilisateurs qui sont concernés par ce type de communication, quels sont mes fichiers qui ont été accédés, donc les répertoires, mais le point doc par exemple ici, etc., etc. Donc je vais déjà avoir beaucoup de visibilité sur tout ce qui se passe. Donc ce qui va me permettre aussi, et on le reverra tout à l'heure quand on rentrera dans un asset en particulier, mais ce qui va me permettre aussi de comprendre un peu le fonctionnement et comme le mentionnait Nabil, d'être capable aussi de travailler un peu sur des problèmes de performance ou des problématiques de fonctionnement. Toujours dans cet aspect visibilité, là ce coup-ci on va basculer plus sur l'aspect protocolaire. Donc, quand on va rentrer dans le détail et toutes les informations que vous avez là, ce sont les fameuses métriques dont Nabil a parlé. Donc, on voit alors sur la dernière journée, on va pouvoir par exemple prendre les 6 dernières heures si jamais je veux afficher, et on voit que le fait d'avoir ces fameuses métriques me permet d'avoir des informations de manière excessivement rapide, d'accord ? Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que ça remouline pour aller chercher les différentes informations. Donc, on le voit aussi avec l'affichage. Mais je vois très rapidement avec ces fameuses métriques que sur les 6 dernières heures, par exemple, j'ai 2 625 000 et quelques réponses qui ont été faites sur de l'activité type base de données, que mes serveurs base de données qui sont ceux-là, il y a par exemple le premier MySQL 1, il y a eu plus de 954 000 échanges qui ont été faits. J'ai la vision aussi par méthode, j'ai la vision aussi par type de base de données. Tout ça, c'est important parce que ça va permettre finalement de comprendre finalement vraiment le fonctionnement. Et tout ça, c'est possible parce qu'on comprend les différents protocoles. Donc, quand je descends d'un niveau pour regarder un peu qui a communiqué avec cette base de données MySQL 1, je vois que j'ai 2 machines principales. Et si jamais je veux encore descendre d'un niveau pour comprendre ce qui se passe, je peux aller voir au niveau des records. Donc, les records, Nabil a expliqué ce que c'était. C'est le principe de, entre guillemets, normaliser la communication qui est faite pour voir que, par exemple, là, j'ai une communication de type base de données, database, d'un client qui s'appelle Web2 avec son adresse IP vers un serveur qui s'appelle MySQL 1 qui est mon serveur base de données. Et ce qui est important, et c'est ça qui fait toute la force de la solution, c'est que je suis capable d'aller capturer aussi la requête SQL qui a été faite. Donc ça, c'est vraiment clé. Et si jamais, encore une fois, je veux descendre encore d'un niveau plus bas, je peux aller récupérer l'enregistrement, le PCAP, donc qui va me permettre de comprendre vraiment tous les échanges au plus bas niveau de la solution. On a parlé tout à l'heure de trafic chiffré. Donc là, je vais reprendre une autre base de données qui, je sais, fait du trafic chiffré, qui est une base de données, pour le coup, qui se trouve sur AWS. Donc, de la même manière, là, quand je vais regarder les échanges, vous allez voir que j'ai un client qui a cette adresse IP qui s'est connecté vers un serveur RDS en PostgreSQL. Là, je vois, par exemple, mon statement, copy, public, customer, info, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller pouvoir récupérer des informations sur quel type de communication est utilisé. En l'occurrence, on voit que c'est du TLS 1.2. Si je n'ai pas cette capacité à pouvoir déchiffrer le trafic, je ne verrai pas le statement qui est ici.
Donc, je verrai qu'il y a une communication entre une machine A et un serveur base de données, mais je ne sais pas ce qui aura été fait. Donc, c'est ça qui fait toute la force de la solution et qui vous permet vraiment d'apporter cette fameuse observabilité et visibilité que je vois. Toujours dans la partie visibilité, et pareil, on l'a mentionné aussi dans les présentations il y a quelques minutes, le fait de pouvoir utiliser la solution en temps normal. Ce que je veux dire en temps normal, pas forcément en étant sous attaque. C'est-à-dire que la solution va vous aider, de par la capture du trafic, à comprendre comment fonctionne votre environnement. Comment fonctionne, par exemple, au niveau Active Directory, le nombre de users qui sont utilisés, le nombre de logins, le nombre d'erreurs, les invalid passwords, potentiellement les comptes utilisateurs avec des erreurs, le trafic, les transactions, d'accord ? Les temps de réponse, on les a ici par exemple. Server processing time, moins d'un milliseconde, d'accord ? Donc on va être capable vraiment de travailler au quotidien pour se dire, tiens, on a des erreurs à tel niveau, ça serait bien de les corriger pour améliorer son niveau global de sécurité. Autre exemple plus orienté cyber ce coup-ci, là, typiquement, des dashboards sur la partie threat intel, des connexions, par exemple, réseau qui sont suspicieuses, des requêtes DNS qui peuvent être suspicieuses, des sessions avec des protocoles de chiffrement faibles, des problématiques de certificats expirés. Donc, toutes ces informations-là, encore une fois, la solution va capter l'information et va vous la mouliner et va vous l'afficher sous forme de dashboard. Alors, je ne l'ai pas montré, mais tout est personnalisable, c'est-à-dire que s'il y a un dashboard qui vous intéresse, si vous voulez créer votre propre tableau, votre propre graphique, on peut, à partir des records, complètement afficher et créer vos propres dashboards. Alors, la deuxième partie dont on va parler, c'est la partie détection. Donc, la partie détection, on a vu, on voit ce qui se passe, on analyse le réseau, on analyse les communications. Et derrière, la solution va être capable de détecter des comportements jugés suspicieux. Alors, jugés suspicieux, on va prendre un exemple dans quelques instants, pour différentes raisons. Donc, chose assez classique, je vais être capable d'afficher ici les niveaux les différentes détections par niveau de criticité. D'accord ? Vous avez le score là dans le petit triangle qui indique son niveau de criticité. Tout ce qui est rouge, bien entendu, c'est que c'est critique, orange un peu moins. Mais je vais aussi avoir la capacité, la solution va vous préconiser aussi des détections à regarder en priorité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, on est typiquement sur une détection d'un niveau assez élevé, mais qui est sur l'exfiltration de données. On parlait aussi du framework MITRE. Typiquement, pour les SOC qui utilisent ce framework-là, je peux directement avoir les différentes détections qui vont être mappées dans chacune des catégories. L'autre option, et ce qui permet aussi, pour reprendre les mots de Jean-Philippe, en tant que extra-op, console, enfin NDR, console de threat hunting, on va avoir finalement sur les dashboards principaux, pareil, accès à différents bulletins, on va dire, de menaces sur lesquels vous allez pouvoir jouer, et notamment ces menaces qui sont associées avec des risques qui ont été identifiés dans votre infrastructure. Et c'est ça qui est important, c'est que ça vous permet aussi d'être efficace par rapport à votre environnement à vous. Des détections par catégorie, d'accord, donc les catégories reconnaissance, exploitation, mouvements latéraux, etc. Et puis par aussi offender. Et c'est typiquement sur cette première catégorie-là qu'on va basculer. Donc je m'aperçois dans l'exemple précis que là j'ai une machine qui s'appelle Physician 01 qui est utilisée comme étant une machine qui fait le plus d'attaques. Donc je peux basculer sur la fiche liée à cet asset-là. Donc je vais retrouver la carte d'identité de mon asset, quelle est son adresse IP, qui s'est connecté sur cette machine-là, son adresse MAC. Les softwares, on verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la démonstration qu'on va pouvoir récupérer plus d'informations si jamais j'ai fait des intégrations avec des outils tiers. Je vais aussi avoir l'état de son trafic, avec qui la machine communique, et potentiellement descendre encore une fois d'un niveau un peu plus bas pour voir des typologies de trafic plus particulières. Ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est la partie détection. Donc là, j'ai 14 détections qui ont été vues sur, encore une fois, les 6 dernières heures. Je vais prendre celle-ci, d'accord, par exemple, SMB Data Staging. Donc, quand je clique sur ma détection, je vais avoir plusieurs informations. Premièrement, je vais savoir qui est à l'origine, donc ce qu'on appelle l'offender, donc c'est la Physician 01, qui va faire l'action sur un file server, en l'occurrence, file server 01. Et on a relevé une détection parce que on s'attendait à avoir un niveau d'échange entre ces deux machines
quasi nul, hein, d'accord, de l'ordre de quasi nul, sauf qu'on a eu une valeur sur plus d'une heure de plus d'1 giga, 1 giga 2 de trafic. Et donc ça, ce comportement anormal va dire à la solution, c'est l'analyse comportementale qui est faite, va dire c'est pas normal, donc on va lever une détection. Au travers de cette détection, encore une fois, on va être capable de dire, tiens, dis-moi ce qui s'est passé, qui sont les utilisateurs qui peuvent être concernés, quels sont les fichiers qui ont été accédés, d'accord, donc par exemple, compte asset 2012, etc. Donc là, j'ai la liste de l'ensemble des fichiers. Et encore plus important, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui se seraient passées un peu plus tôt, qui peuvent être liées à cette exfiltration de données. Et donc là, ici, on va avoir toute on va dire des détections qui sont liées de près ou de loin à cette machine-là, pour essayer de comprendre finalement ce qui s'est passé. Et donc, quand on va revenir un peu en arrière, alors je ne vais pas tous les faire, hein, mais on va prendre par exemple la Bloodhound qui est ici. Je m'aperçois que cette même machine Physician 01, il y a quelques minutes plus tôt, elle s'est connectée, en tout cas, elle a eu de l'activité auprès d'un contrôleur de domaine. Et qu'est-ce qui nous a permis de voir ça? C'est que, pattern matching, ici, je vois la requête LDAP qui a été faite, qui correspond typiquement à de l'activité type Bloodhound pour aller récupérer de l'information et lister. Et puis, si je continue à remonter, je m'aperçois que un peu plus tôt, cette Physician 01, c'était elle qui était, on va dire, la victime. Ça veut dire qu'il s'est passé un peu plus tôt, il y a une connexion depuis une machine, la 03 vers la 01. Pareil, analyse comportementale. On n'a jamais vu l'activité du PowerShell de la 03 vers la 01, et puis d'un seul coup, sur une heure, on a vu 22 connexions. Donc, ce n'est pas normal. On voit l'utilisateur qui est utilisé. On peut encore une fois avoir le paquet réseau si on veut. Et puis, quand on remonte un peu en avant encore, on voit que la 03, ce coup-ci, elle a été la cible d'une autre machine qui est notre serveur web. Et là, pareil, un service qui a été lancé à distance. Et quand on revient encore un peu plus loin, on voit mon serveur web, d'accord, lui, il a été la cible d'une attaque externe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur la troisième catégorie de détection, qui est la threat intelligence. Donc, en l'occurrence, on a tout un paquet qui a été vu là. Bon, on ne va pas le regarder en détail, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que la connexion, elle est venue d'une machine, d'une adresse IP, qui est référencée comme étant malware, d'accord, dans des bases de malware. Donc, tout ça pour vous dire finalement qu'on va avoir vraiment plusieurs catégories de détection, et ce qui va être important, c'est de pouvoir remonter le fil de ce qui s'est passé. On parlait de sources de vérité au niveau réseau, mais on est typiquement dans cette approche qui permet de dire le réseau voit tout passer, donc je suis capable de comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, on va partir sur la partie réponse maintenant, mais en tout cas, on répond à l'urgence, mais comprendre ce qui s'est passé pour revenir vers le patient zéro et essayer d'identifier tous les problèmes qu'il y a pu avoir sur mon infrastructure en termes d'attaque, c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Alors, je change de console pour la partie réponse. On va voir différents types de réponses qui sont possibles. Ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'effectivement, le Gartner dit que dans le NDR, le R de NDR, c'est pour réponse. La première réponse qui est faite, c'est l'alerte, le log. D'accord ? J'ai vu une détection. Ça, c'est ce que le Gartner entend par réponse. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin en termes de réponse pour avoir de la réponse plus ou moins automatique. Et ça va être votre choix de définir le niveau d'automatisation que vous allez mettre en place. On parlait d'intégration native, vous en avez un certain nombre ici. On va retrouver des CIEM SOAR, comme du Palo Alto, du Cisco. On va retrouver du F5, notamment pour la partie déchiffrement. D'accord ? Vous avez votre serveur web en frontal avec le F5 qui fait la terminaison SSL. Extrahop et F5 vont pouvoir s'interfacer pour échanger des clés de session et être capables de déchiffrer le trafic. Celle qu'on a prise aujourd'hui, on l'a faite avec CrowdStrike. Alors, deux types d'intégration. La première, donc le CIEM de CrowdStrike qui permet d'envoyer finalement toutes les détections qu'on a vues à CrowdStrike. Mais la deuxième, qui est tout aussi intéressante, ah tiens, c'est intéressant ça, hop, comme ça on va la faire en live. La deuxième qui nous permet d'avoir une intégration bidirectionnelle. Hop, intégration bidirectionnelle qui va faire que Extrahop va envoyer des informations à CrowdStrike sur l'état de tel asset, etc. Mais CrowdStrike va aussi envoyer dans l'autre sens ces informations. Donc, si vous vous souvenez sur mon petit schéma d'architecture, c'est la double flèche qu'il y avait en échange data entre les deux solutions. Si je reviens maintenant sur ma console, d'accord, hop.
On va revenir ici. Donc, dans mon cas présent, comme je le disais, donc on a changé d'environnement. Je vais prendre un device qui est ma machine admin ici. Alors, ce qu'on va voir effectivement, bon, c'est toujours sa carte d'identité. Bon, là, j'ai fait quelques tests ce matin, donc du coup, c'est pour ça que j'ai le containment pending qui reste en live. Mais je vais avoir la capacité d'avoir plus d'informations que ce que j'avais précédemment. Le type de machine, le type d'adresse IP, le dernier user qui s'est connecté. Et si jamais je veux aller vraiment sur une information la plus complète possible, je peux directement basculer sur ma console CrowdStrike qui va me permettre de dire, bah, tiens, cet asset-là, X vulnérabilités, les patchs qui ont été installés, voilà de quand ils datent, les remédiations, les applications. Donc, je vais vraiment avoir la capacité à pouvoir avoir plus d'informations grâce à cette, à cette activité bidirectionnelle. De la même manière, sur des détections, je vais prendre une détection d'il y a 2 heures, je vais avoir toujours ma fiche d'identité ici liée à ma machine. Mais ce qui va être intéressant aussi en termes d'intégration et d'automatisation, et encore une fois, l'idée, c'est de faciliter l'expérience administrateur. Moi, je suis opérateur ExtraHop. Bon, bah, si je dois me connecter sur différentes consoles pour analyser ce qui s'est passé, c'est compliqué. En l'occurrence là, je vais avoir, grâce à l'intégration que je vous ai montré il y a quelques instants, les détections d'ExtraHop, avec le petit triangle, mais avec 1, 2, 3, 4, 5, ici, l'hexagone, oui, l'hexagone, oui, parce qu'on a un 6. Les détections qui sont remontées aussi par CrowdStrike en l'occurrence. Donc, si j'ai d'autres intégrations, ça sera d'autres intégrations qui vont pouvoir remonter. Donc, il y a vraiment un canal d'échange qui est bidirectionnel et comprendre qu'effectivement, là, j'ai ma détection extra-hop, mais au-dessus, il s'est passé différentes choses. Et tout comme tout à l'heure, en cliquant ici sur mon lien, je peux directement aller accéder à ma console de mon EDR préféré pour pouvoir comprendre en quoi fait référence cette détection et récupérer toutes les métriques. D'accord, ça prend un peu de temps, mais d'accord, j'ai toutes les informations. Bon, c'est un peu barbare, mais en tout cas, ça me permet d'avoir l'information. Ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir faire. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, encore une fois, et c'est là où on parle d'automatisation semi-automatique, on va le faire de cette façon-là, c'est que je peux, si j'ai envie, et je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai après, mais ici, dire, je fais directement de l'isolation depuis ma console ExtraHop sur CrowdStrike. D'accord ? Et là, c'est du gain de temps. Je détecte un événement, c'est suspicieux, je veux protéger mon infrastructure, bon, bah, j'ai une coche à cocher et je fais containment. D'accord ? Je n'ai pas besoin de me connecter sur ma console de mon EDR, aller choisir mon asset, faire du containment. Je le fais directement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, hop, je vais revenir ici. Non, on va passer ici. Pas grave, pardon. C'est faire ce qui s'appelle des triggers. D'accord ? Des triggers, ce sont des petits bouts de code, d'accord, qui sont assez simples à mettre en œuvre dans la mesure où de toute façon, c'est des exemples assez classiques que l'on a, qui vont permettre de faire une automatisation avec des solutions qui sont ou pas nativement intégrées. En l'occurrence, là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement dit, dans le cas de mon lab, quand il se passe une nouvelle connexion RDP entre deux machines, d'accord, tu me crées une nouvelle détection et tu vas, sur un équipement tiers, me créer un nouvel objet, en l'occurrence sur un firewall, Fortinet pour ne pas le nommer, et tu m'ajoutes cet objet à un groupe donné. Pour que, bien entendu, hop, pour que quand, ici, j'ai une règle automatique qui va dire que mon LAN user, quand il y a des adresses IP qui sont malicieuses, je vais empêcher la connexion. Et le principe, c'est de venir populer automatiquement le groupe en question qui se trouve ici, d'accord ? ExtraHop deny list. Donc là, j'ai qu'une seule adresse IP. Et donc, hop, on va se connecter ici. Donc là, je suis sur ma machine de lab, d'accord ? Bien sûr, un DNS qui m'embête un petit peu. OK. Voilà. Donc là, je me connecte sur une machine qui s'appelle Target AVD. On voit qu'il y a de la connectivité entre les deux. Je vais me connecter avec ma session RDP. D'accord ?
Donc là, ça va se lancer. D'accord. Donc pour l'instant, il ne s'est rien passé sur mon Fortinet. Hein. Je n'ai pas de nouvelle adresse qui est créée. D'accord. Donc là, je suis bien connecté. Et hop, quand je vais me déconnecter, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, on voit que le ping arrête. Donc j'ai ma connectivité qui n'est plus possible. Quand je rebascule ici sur mon Fortinet, on va voir que j'ai un nouvel objet qui a été créé ici, que cet objet a bien été rajouté dans mon groupe, et donc que ma règle est bien créée. Et à partir de ce moment-là, quand je vais retourner sur mon détection ici, d'accord? Là, on voit ici que, hop, je vais juste limiter à 5 minutes, voilà, sur les dernières 5 minutes. 11h55 le 2 décembre, hein, c'est maintenant. J'ai une nouvelle connexion, une nouvelle détection qui a été faite. Je peux aller regarder le détail, mais c'est ni plus ni moins ma connexion, mon ouverture et ma fermeture. Je ne vous ai pas montré, mais dans le trigger que j'ai créé, je lui ai dit que c'est ces deux composantes-là qui nécessitent d'être validées pour pouvoir fonctionner et déclencher la détection. Et comme je le disais tout à l'heure, je peux ici faire directement un contain device dans CrowdStrike. Hop, donc là, je vais le faire. Mon device, il est bien en containing. Et si je viens ici sur ma console CrowdStrike et que je raffiche l'état de mon asset, voilà, d'accord, il est online, mais le containment est pending. Et ici, j'ai perdu la connexion à ma machine, normal, parce que j'ai fait le containment. Donc, l'idée, c'était de vous montrer finalement deux choses. Une chose pseudo-automatique qui laisse quand même l'humain prendre la décision d'agir et de corriger un problème potentiel. Et deuxième approche, complètement automatique, avec un exemple d'un firewall, hein, on pourrait très bien prendre d'autres types d'exemples, mais pour faire en sorte que si jamais j'ai une connexion suspicieuse, je bloque la source ou la destination et j'empêche les machines de pouvoir communiquer. Merci Pierre-Yves. Belle démo. Ça montre bien, l'aspect opérationnel dans le cadre d'une recherche de compromission et puis la réponse qu'on peut apporter, semi-automatique ou automatique. Donc maintenant, si on a des questions, on va essayer d'y donner des réponses. Oui. La première question, c'est est-ce que le NDR permettrait de bloquer certaines catégories, par exemple Shadow IT ou les navigateurs tels que Comet ou Perplexity? Donc là, vous avez vu dans l'exemple qu'on peut automatiser des actions de blocage, sachant que ça, c'est une distinction très importante à faire. Un NDR, ce n'est pas un outil de protection. Donc, il ne remplace pas un firewall, il ne remplace pas un proxy. Donc ça, c'est vos outils d'enforcement classiques. Par contre, un NDR, ce qu'il peut faire, c'est observer ce qui se passe sur le réseau et selon conditions, on peut envoyer une commande à un autre système. Donc, on peut imaginer un scénario où on dit... exemple, si tu vois une machine de ce VLAN qui communique avec TeamViewer, par exemple, si tu vois TeamViewer sur ce VLAN-là, on envoie une commande au firewall pour bloquer cette machine. Ça, c'est un scénario de Shadow IT. Pareil pour les nouveaux navigateurs, si on observe un user agent particulier, on peut bloquer. Sur la démo, on ne l'a pas montré, mais il y a déjà un dashboard qui montre les communications avec les sites d'IA générative. Donc, tout ça, c'est des sites connus, avec des adresses et des certificats et des SNI assez connus. Donc, on peut les traquer, on peut dire, tiens, il y a telle et telle machine qui communique avec OpenAI ou avec Claude ou peu importe. Donc, c'est des actions possibles. La deuxième question, avec la multitude d'outils, sécurité, firewall, IDS, EPS, XDR, et les serveurs qui sont dans le cloud, pourquoi un client investirait dans une solution éventuellement redondante avec d'autres solutions? Quelle valeur ajouter à un NDR apporter que les autres n'apportent pas? Merci pour la question. Et du coup, la réponse, elle est dans la question. Le mot-clé, c'est redondante. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est redondant? Et ça, c'est une question plus globale pour n'importe quel outil cyber sur lequel vous mettez un investissement. Et vous posez toujours la question, à quoi il me sert? Donc, avant de faire l'investissement, l'outil, est-ce qu'il me sert à quelque chose et qui m'apporte une valeur?
pareil pour le NDR ou pour l'outil d'analytics réseau, vous posez la même question. Vous devez poser la question, quand je vois l'outil et par rapport à mes problématiques, est-ce qu'il me sert à quelque chose? Ça dépend des clients, ça dépend des use cases. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu ce que vous avez vu sur la démo et tout, c'est un outil qui apporte des choses que les autres outils n'apportent pas. Donc, visibilité réseau assez poussée. Et c'est une visibilité réseau indépendante. Donc, indépendante de ce que vous fournit un log, indépendante de ce que vous fournit le cloud provider via ses logs et via ses API, et indépendant de ce que vous fournit un agent sur les systèmes d'exploitation. Donc là, c'est un autre prisme de visibilité qui se base sur les paquets qui traversent le réseau en temps réel. Et on revient toujours à la partie source de vérité. Qui voulait rajouter quelque chose? Oui, si je me permets de rajouter un point justement sur cette partie à visibilité réseau, on a des fois des clients qui nous disent « moi j'ai un firewall qui voit tout passer ». Oui, mais le firewall, il voit tout passer ce qui passe au travers du firewall. C'est-à-dire que trafic effectivement entre les différents réseaux, pas de problème, mais au sein même d'un VLAN ou au sein même d'un sous-réseau, le firewall, il ne voit rien passer. Et c'est finalement ça aussi qui est important, c'est que d'avoir cette capacité à pouvoir traquer le réseau au sein même des sous-réseaux. Après, il y a aussi l'autre aspect déchiffrement qui est hyper clé parce que, encore une fois, et l'idée c'était de vous montrer aussi que on ne voit pas juste passer une source vers une destination, mais on voit passer ce qui se raconte, l'échange, la communication qu'il y a entre la source et la destination. Et c'est en fonction de cette source et cette destination qu'on va pouvoir prendre des mesures. Merci Pierre-Yves. Et du coup, moi, mon retour d'expérience sur les différentes évaluations que j'ai fait auprès de nos clients et nos prospects, c'est que juste pendant l'évaluation, vous allez voir tellement de choses que la plupart des clients, ils se disent, tiens, ça m'apporte de la valeur sur tel sujet. Et comme disait Pierre-Yves, on ne se contente pas de voir qu'une machine a communiqué avec telle machine, mais on voit le contenu. On voit que telle machine a envoyé telle requête vers telle machine. Donc, c'est un outil de la même manière où l'EDR est votre outil de télémétrie, de threat hunting et d'observabilité endpoint principal pour faire vos investigations sécu, le NDR a vocation d'être la même chose sur la partie réseau. Donc, si vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau? Le réflexe, ça va être NDR. Et du coup, ça adresse pas mal de cas d'utilisation. Donc, on a vu la partie, on n'a pas vu en détail la partie performance, la partie compliance et la partie détection. On a à nouveau une coupure. Tu as été coupé quelques secondes. Non. C'est bon? Oui, c'est bon. La troisième question, quelles sont les bonnes pratiques qu'un SOC doit adapter pour maximiser la valeur bénéfice tirée d'une solution NDR? Donc, pareil, donc je vais donner un premier aspect de réponse et je laisserai mes collègues rajouter. Vous avez, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Sur votre SOC, il y a plusieurs outils. Jusqu'à il y a quelques années, l'outil principal, et d'ailleurs ça reste toujours l'outil principal, c'était le SIEM avec les différentes briques qui se rajoutent dessus, l'automatisation et tout, mais c'était le SIEM qui permettait de collecter les logs, de faire de la détection, de faire du dashboarding et de faire de l'investigation. L'EDR a vu le jour il y a quelques années déjà, et maintenant c'est devenu l'outil standard de la partie endpoint. Donc, au sein des équipes SOC, quand on vous posait la question qu'est-ce qui s'est passé sur l'endpoint pendant un temps, ou qu'a fait tel process, est-ce qu'il a écrit des fichiers, est-ce qu'il a lancé des trucs en mémoire, est-ce qu'il y a du code qui s'est exécuté, toutes ces questions-là, la réponse actuellement, c'est le réflexe. Je vais voir dans la télémétrie EDR ce qui s'est passé. La partie NDR va être la même chose, mais sur le réseau. Donc, nous, on donne un prisme de visibilité réseau. Donc, si vous posez la question, quelle requête a été envoyée, avec quel site web on a communiqué, et du coup, ça, quelle que soit la machine, donc machine managée ou pas, donc du moment qu'il y a un paquet sur le réseau, nous, on le voit. Est-ce qu'il y a des noms de domaines qui ont été contactés? Est-ce qu'il y a des fichiers qui ont été accédés sur des partages? Est-ce qu'il y a des tentatives d'authentification? Au-delà, pareil, parle d'une source de données indépendante de ce que peuvent fournir les logs et les agents sur les différentes machines. La réponse va être j'utilise un NDR pour répondre à toutes ces questions-là. Du coup, voilà pour ces trois questions-là. Je sais pas si... Oui, je peux compléter en disant simplement, on l'a dit tout à l'heure en intro,
effectivement, là, la question portait aussi sur les bonnes pratiques à adopter avec le NDR. L'une de ces bonnes pratiques, c'est de bien passer le temps nécessaire pour classifier les assets, de bien définir les niveaux de criticité de différents assets, soit en termes d'enjeux métiers, soit en termes d'enjeux techniques. Donc, est-ce que ces assets sont des ressources support, d'accord, dans notre analyse de risque? Est-ce que ces assets ont un enjeu métier? Ça va permettre de définir les politiques de détection adaptées à la criticité des assets, et aussi de définir les politiques de réponse adaptées. Certains assets ne peuvent pas être confinés. D'autres assets peuvent être confinés parce que, par exemple, ils n'ont pas de criticité importante en termes de ressources support, mais ils ont une criticité importante en termes par exemple, de confidentialité, mais pas forcément de disponibilité. On peut s'en passer quelques minutes ou quelques heures, mais ils ont une criticité très, très forte au niveau métier en termes de confidentialité. Donc ceux-là, on va pouvoir les confiner. Toutes ces notions-là, qui découlent de l'analyse de risque, mais aussi tout simplement d'une analyse simplement d'une micro-analyse de risque, disons, hein, d'une analyse faite dans le cadre d'un projet NDR, on va se poser toutes ces questions-là, et je pense que c'est important de ne pas négliger cette phase-là, de manière à ce que le NDR porte vraiment une valeur très forte en termes d'outils de détection et de réponse. Merci Jean-Philippe. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je n'en ai pas reçu. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Okay. Je peux rajouter deux éléments avant de finaliser. Donc la démo que vous avez vue aujourd'hui, c'est une démo qui est publique en ligne. Donc vous tapez juste Extrahop démo sur Google, vous tombez sur le formulaire et vous aurez accès exactement à la même démo. Vous pouvez manipuler le produit et jouer avec. Et deuxième élément, du coup, moi, je serais ravi avec nos amis et nos partenaires de Med6 de venir vous parler si vous avez des questions plus détaillées, si vous voulez voir le produit en détail et si vous voulez explorer des cas d'utilisation, il y en a pas mal. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser un petit rendez-vous et vous expliquer comment on peut vous aider et comment on a aidé d'autres clients à adresser certains cas d'utilisation assez sympas. Merci beaucoup Nabil. Et merci à tous, merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu vous le présenter. Et toute l'équipe de consultants Network Security de Med6 sont à votre disposition quand vous le voulez pour discuter du sujet ou d'ailleurs d'autres sujets. On a pas mal de cordes à notre arc et voilà, on est à votre disposition dès que vous le voulez. Merci beaucoup.